Alors le troisième et dernier critère pour aborder la forme d'une maison, hein, en termes d'organisation extérieure et intérieure, on va le voir maintenant. On avait déjà vu le critère géographique et culturel, le mode de vie et la personnalité de ses habitants. Maintenant, on va voir le critère économique et social. Alors, pour les critères économiques et social, la maison est aussi un signe extérieur de richesse ou de pauvreté. C'est vraiment le côté le plus révoltant, hein, et le plus triste, hein, dans ces différents critères, puisque la maison, c'est un marqueur social très net entre les locataires et propriétaires, par exemple, entre les bien logés et les mal logés, encore autre exemple, ou entre ceux qui ont un toit et ceux qui n'en ont pas. Effectivement, c'est un marqueur social très très net. Il y a deux notions importantes, effectivement, qu'on peut dégager dans ce critère, c'est l'espace et la ségrégation. On va voir ça dans un instant. Par exemple, si on prend l'exemple des demeures de luxe. Ici, on a un château et ici, on a une villa, hein, à l'américaine. Signe extérieur de richesse, hein. La maison symbolise la position sociale par la famille ou par la réussite sociale. Alors, les châteaux, souvent, c'est les mêmes familles. Pas toujours, mais c'est souvent les mêmes familles qui gèrent les châteaux, qui sont propriétaires d'un domaine, qui sont propriétaires du château depuis le Moyen Âge. Donc, il y a une sorte de lignée de famille riche qui a une habitation de grand standing. Mais il y a aussi la réussite sociale, hein. Effectivement, on peut dire qu'il y a des villas de parvenus, de gens qui ont réussi à faire fortune, qui veulent montrer leur fortune. Effectivement, donc la maison profondément symbolise la position sociale. Et effectivement, on a remarqué qu'il y a pas mal d'espace, à la fois dans le château et dans la villa. Regardons à l'intérieur, effectivement, imaginez cette pièce. Vous avez vu la taille de cette pièce? On peut mettre 40 personnes facilement, en fait, hein. Vous voyez, donc il y a cette possibilité de se payer de l'espace chez les riches et chez les pauvres. Là, j'ai repris un exemple de Goshiwon, non, pardon, de Goshiwon à Séoul. Là, c'est des appartements de 4 mètres carrés minuscules. Là, effectivement, on a quelqu'un qui a pas du tout l'espace et on a l'impression même qu'il peut pas s'allonger complètement. Il est replié sur lui-même. Tout est extrêmement entassé. Voilà, donc il y a une question fondamentale d'espace dans la différence entre les maisons riches et les maisons pauvres. Autre exemple, c'est la ségrégation. Il y a des quartiers de pauvres, il y a des quartiers de riches, c'est bien connu. On peut donner comme exemple des résidences et des quartiers privés, hein, et gardés. Euh, Effectivement, propriété privée interdite au public avec un garde assermenté. Ils peuvent se payer effectivement une sorte de sécurité pour empêcher quiconque de rentrer. D'un autre côté, on a des quartiers qui sont spécifiquement dédiés aux pauvres, les très fameuses favelas de Rio, qui s'étendent effectivement à flanc de colline, donc Rio au Brésil. On a Dharavi, c'est un bidonville de Mumbai. Mumbai, c'est le nouveau nom de la ville de Bombay, entre 500 000 et 1 million d'habitants. Vous imaginez un petit peu, donc effectivement, c'est quasiment une ville à côté de la ville. Et ici, on a aussi d'autres bidonvilles réservés aux pauvres, ici à Manille, aux Philippines. Donc effectivement, c'est un sorte de phénomène mondial, hein. Ça existe aussi en France, hein, rappelons-le, hein. Et ça me permet de faire la transition. Effectivement, il y a toujours la question du logement illégal, la question des squats ou aussi les camps de migrants. Ici, on est à Porte de la Chapelle. Donc effectivement, l'habitat pauvre en termes économiques et social, hein, enfin, les habitants des habitations pauvres se font souvent pourchasser par la police quand leur logement est illégal. Un autre problème qui se pose, c'est effectivement le problème du mal logement. En termes de critères économiques et sociaux, les pauvres ont souvent des logements insalubres, mal chauffés, mal isolés, mal équipés et parfois dangereux, comme le prouve effectivement cette campagne de la Fondation Abbé Pierre contre les taudis, hein. Quand on est malade, on reste à la maison, mais si c'est la maison qui rend malade, hein, avec des fuites, des infiltrations, un chauffage absent, une température glaciale, un froid permanent, de la vermine potentiellement, hein, des punaises de lit, et je ne sais quoi d'autre, hein. Et effectivement, deuxième affiche, taudis, le problème n'est pas seulement que des gens y vivent, c'est qu'ils y meurent. Effectivement, potentiellement, ça peut être dangereux et s'enflammer. Le confinement.
Et oui, le confinement, effectivement, ça a été un marqueur économique et social important parce que ça a été vécu bien différemment selon la qualité et l'emplacement de la résidence. Il y avait des citadins dans 4 mètres carrés et où les gens à la campagne qui avaient la piscine, la montagne ou la forêt à côté, ou même au bord de la mer. Il y avait effectivement une sorte euh, d'inégalité fondamentale en fait entre les riches qui ont pu aller dans leur résidence secondaire et les pauvres qui ont été obligés de se confiner dans leur lieu habituel et souvent à beaucoup de personnes. Hein. Il y avait des confinements où il y avait, je sais pas moi, 6 7 8 personnes hein, dans un petit espace dans la ville sans pouvoir sortir, ce qui était générateur de violence. Donc effectivement, le critère économique et social intervient là aussi. Dernier aspect, le problème de la pression économique sur les logements. Il y a toutes ces questions de spéculation et de gentrification. Ici, manifestement on est à Paris, hein, je ne sais plus quel quartier c'est, il faudrait que je regarde. C'est halte à la spéculation immobilière et la fameuse gentrification qui est en cours à Paris et dans beaucoup de capitales européennes et mondiales, où effectivement, bah, grosso modo, c'est la hausse du niveau de vie, le fait que des gens de plus en plus fortunés s'installent dans des quartiers qui étaient auparavant réservés aux pauvres, conduit effectivement à l'ostracisation des pauvres, au départ des populations moins aisées des quartiers. Elles sont obligées de partir, les loyers, parce que les loyers augmentent, parce qu'il y a de plus en plus de gens, des bourgeois, des gens qui ont des CSP++ qui s'installent. Et effectivement, ça change la, la démographie du quartier. Et effectivement, les gens qui habitaient là depuis très longtemps, mais qui étaient moins fortunés, sont souvent obligés de partir. C'est le phénomène de gentrification. Notez bien ce terme. Voilà pour ce troisième critère.